Bon, bah justement, parlons de l'idée d'égalité, puisque c'est l'objet d'étude principale du livre, mais c'est l'objet d'étude principale du livre parce que c'est devenu le concept central de notre époque moderne. Donc l'idée d'égalité, elle découle de la raison pure et abstraite, c'est ça? Alors moi j'explique parce que c'est l'illumination que j'ai eue à un moment donné qui fait que pendant 10 ans j'ai accumulé des notes, j'ai tâtonné parce que j'avais pas envie de refaire un abécédaire ou de bricoler. Je cherchais à faire un livre qui mérite d'exister parce qu'il apporte quelque chose et pas faire du de Benoît à droite ou du Miché à gauche sur la critique de l'ambivalence du libéralisme. C'est bon, j'ai pas le temps d'écrire 20 fois le même livre, je suis pas graphomaniaque. Et à un moment donné je me suis dit, en fait, la modernité, c'est quoi? C'est l'extension maximale de l'idée d'égalité. Or, cette idée d'égalité qu'on ne contredit et qu'on ne contrarie même plus, ça nous semblerait obscène et fasciste de la contredire, elle est totalement opposée à l'idée traditionnelle qui perdure en fait depuis la nuit des temps et qui perdure encore de manière sous-jacente aujourd'hui. Le monde est totalement hiérarchique et inégalitaire. Il suffit de regarder un documentaire animalier, et puis même que de regarder notre réalité sociale avec un peu d'honnêteté. Et je me suis dit, d'où vient cette idée d'égalité? Et j'ai compris en fait que l'homme, dès lors qu'il est coupé des dieux et qui va à la conquête de la compréhension du monde et de sa domination par l'outil de la raison, cet outil de la raison qui de formel devient raison mathématique est fondé sur un principe simple, c'est des lois universelles. Et ces lois universelles sont forcément égalitaires. Il ne peut pas y avoir de deux poids, deux mesures dans le monde mathématico-physique. Or, à un moment donné, je dis, qu'est-ce que c'est que l'égalité politique? C'est simplement le glissement du soubassement intrinsèquement égalitaire du monde mathématico-physique, ce glissement du mathématique vers le politique. Et en fait, on voit que c'est le processus de la raison. Ce processus de la raison qui est une conquête du monde par l'application de l'outil mathématique à la compréhension du réel, à un moment donné, fatalement glisse du réel à l'idéologie et on va dire du réel matériel à la réalité politique. Et en fait, ce processus, c'est pas un délire de ma tête, c'est exactement le processus historique de la bourgeoisie. La bourgeoisie est la classe de la raison, opposée à la classe de la tradition tripartite de la monarchie théocratique. Elle s'appuie sur les mathématiques et les mathématiques appliquées. La naissance du commerce et la domination du monde commerçant n'est jamais que le monde des échanges qui ne s'appuie plus sur l'ordre de Dieu, la morale divine, et qui, à un moment donné, s'appuie sur la comptabilité et ce qu'on appelle la logique intrinsèque du marché. C'est l'épopée libérale, qui est à la fois anglaise et française. Et cette idée mathématique arrive à un moment donné à ce que j'appelle l'axiomatique des droits de l'homme, c'est-à-dire à refuser le monde inégalitaire tripartite de l'Ancien Régime, où un noble ne vaut pas un prêtre qui ne vaut pas un roturier. Et cette axiomatique des droits de l'homme, c'est simplement l'application à la loi humaine des lois mathématiques, et c'est tous les hommes naissent libres et égaux et le demeurent en fonction de leur mérite, et vous verrez que c'est une axiomatique en réalité. Et donc, cette axiomatique, c'est l'idéologie de la bourgeoisie qui conquiert par son égalitarisme le monde. Tout simplement pourquoi? Parce que le tiers-état est beaucoup plus nombreux que la noblesse et l'Église, et que là, on passe en fait du monde de la qualité et des différences qualitatives, de ce qui reste du monde traditionnel, ce que j'appelle la tradition dégradée tripartite par rapport à la tradition intégrale évolienne, mais ça, c'est des détails, et on passe là au monde égalitaire formel, où effectivement les travailleurs qui sont les plus nombreux ne veulent plus fonctionner dans un système politique où on leur dit que bien qu'ils sont les plus nombreux, ils doivent être dominés par 1% de prêtres et 1% de nobles, vous voyez, donc finalement, ce processus mathématique qui conquiert le monde et qui crée une vision du monde qui s'appelle la vision rationaliste de la bourgeoisie. Et d'ailleurs, c'est facile de vérifier que les encyclopédistes, dont d'Alembert en premier chef, sont des mathématiciens qui appliquent en fait les principes mathématiques par extension progressive au monde physique, au monde médical, puis au monde politique. Vous regardez bien, l'encyclopédiste, c'est la lente conquête des mathématiques sur le monde, et c'est le passage de la conquête du monde physique au monde, je dirais, métaphysique, pour reprendre les catégories traditionnelles, aristotéliciennes, c'est-à-dire le monde de la morale, le monde de la politique. Et c'est ça la compréhension, qu'est-ce que c'est que ce processus égalitaire politique qui est devenu dominant et qui s'est imposé à nous? Ce n'est jamais que l'extension de l'outil de la raison et de ses lois universelles et purement quantitatives, qui effectivement, à un moment donné, prennent le pouvoir sur le politique et balayent l'ancien monde qui était un monde du qualitatif. Et là, on pense tout de suite au titre du roman de Robert Musil, L'homme sans qualité, et à tous les penseurs traditionnalistes, à l'expression de Guénon, le passage du monde de la qualité au monde de la quantité. Donc, dans le monde traditionnel de la qualité, pour bien aller pousser au bout le concept, on est dans le monde de l'incomparable.
On ne compare pas le temps de travail d'un prêtre au temps de travail d'un menuisier. Dans le monde moderne de la quantité, tout est comparable et tout est une notion de différence de quantité. Et même les différences de qualité sont ce qu'on appelle des sauts quantitatifs. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la qualité change par une accumulation de quantité. Si on prend une métaphore physique, c'est que dans le monde de la tradition et dans le monde, on va dire, magique, on ne peut pas comparer la glace, l'eau et la vapeur, puisque en termes de description formelle, ce n'est pas du tout la même chose. Alors que dans le monde du quantitatif, qui est le monde du mathématico-physique, c'est simplement la même chose qui passe de moins 1 degré à plus 1 degré et après de 99 à 101, vous voyez ? C'est-à-dire que c'est simplement entre la glace, l'eau et la vapeur, il y a simplement des différences de quantité. Alors qu'au départ, c'est qualitativement totalement différent. Et c'est cette vision-là qui s'applique à tout. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de différence intrinsèque, donc tous les citoyens sont égaux. Leur différence, maintenant, n'est plus due à leur origine, à leur naissance. Elle se gagne par la valeur, on va dire. Tous les hommes naissent libres et égaux en droit et le demeurent en fonction de leur mérite. Alors après, donc on admet que tous les hommes sont qualitativement égaux, mais à un moment donné deviennent différents pour des raisons purement quantitatives. Et qu'est-ce que c'est que cette différence quantitative ? C'est la différence de quantité de richesse. Et là, on est totalement dans la logique bourgeoise. C'est-à-dire qu'on dit à tout le monde, il n'y a pas de différence entre un riche et un pauvre sur le plan du droit, ils ont les mêmes droits. Simplement, un riche a plus de richesse qu'un pauvre, donc effectivement, il s'en sort mieux, mais ça ne remet pas en cause leur égalité fondamentale. Et ça, c'est à la fois, on va dire, l'apport de la modernité démocratique et égalitaire, et en même temps son escroquerie. Parce que sous l'Ancien Régime, effectivement, le roturier était qualitativement différent intrinsèquement du noble, mais il pouvait être socialement plus près de lui, alors que dans le monde moderne, le très riche et le très pauvre sont qualitativement strictement égaux par la citoyenneté, mais peuvent être très très éloignés sur le plan de la réalité sociale. On peut d'ailleurs faire un parallèle un peu différent avec le monde du Sud aux États-Unis et le monde du Nord, où dans le Sud, on a un monde d'esclaves, donc ils sont inégalitaires, et dans le monde du Nord, on a des ouvriers égalitaires, mais quand on regarde la réalité, en lisant par exemple Iceberg Slim, on peut se rendre compte que parfois on vivait bien mieux comme esclave dans une plantation du Sud que prolétaire avec soi-disant une égalité politique à Chicago après la guerre de sécession. Vous voyez, c'est des vrais sujets. Et ça, là, on rentre dans à la fois l'apport de la modernité, qui est l'égalitarisme, et son mensonge, qui est l'égalitarisme formel, qui est jamais que la transposition de l'égalitarisme abstrait. Vous voyez, et que cette ambivalence de l'égalité formelle, qui n'est pas une égalité réelle, elle résonne par rapport à logique formelle, logique dialectique, et vous verrez que c'est tout le combat politique après la victoire de la bourgeoisie, de gens qui soit diront l'égalité est un facteur de chaos et qui se réclameront du monde d'avant, c'est la pensée réactionnaire par exemple ou religieuse, et puis les autres qui disent non, le problème c'est pas l'égalité, c'est l'égalité insuffisante, c'est l'égalité formelle qui est une égalité, et il faut aller plus loin dans l'égalité. Et là, c'est tout le progressisme post-bourgeois et dont l'outil principal est le marxisme. Vous voyez, donc c'est là qu'on voit on peut articuler les temps de l'histoire. Tradition intégrale, tradition tripartite. Je ne vais pas venir sur la différence entre les deux. C'est dans le livre, vous verrez, mais là c'est un peu trop subtil, je dirais, pour ce dont on parle là. Donc, monde de la tradition intégrale, monde de la tradition tripartite, qui est le monde de Dumézil, des trois ordres, laborator, orator, bellator, noblesse, clergé, tiers état. On voit que ce monde bascule en France par la Révolution française pour passer dans un monde de l'égalité citoyenne qui est une axiomatique des droits de l'homme, produit par les encyclopédistes qui sont des mathématiciens qui appliquent les mathématiques au monde économico-social, dans les deux cas, au monde social par l'égalité et au monde économique par la naissance de l'économie comme catégorie autonome, alors qu'avant, l'économie est une branche de la morale et de la religion, de Aristote jusqu'à Louis XVI. C'est surdéterminé par la loi de Dieu, la notion de la production, de la consommation, de la répartition des richesses, alors qu'après, ça s'autonomise par les mathématiques. Et là, il faut lire Weber, Sombart, sur d'abord l'autonomie, dans un premier temps, de la science économique, d'ailleurs même de l'économie politique, qui après se prétend science, et après la domination de la science économique sur toutes les autres catégories du réel. Et ça, c'est l'épopée moderne. Voilà. Donc là, il y a de quoi se nourrir au niveau du concept, et je crois que c'est quand on décortique la complexité du réel sur sa longue durée avec ces concepts-là qu'on a une vraie vision comme un Lego de tous les enjeux, de toutes les combinaisons possibles. Et c'est en ça que ce livre, je dirais, a la prétention d'être
une prétention, je dirais, de totalité. Hein. Je sais que ça fait peur, la totalité, parce qu'on pense tout de suite à totalitaire, mais il permet d'appréhender notre réalité, comprendre l'époque de manière, je dirais, totale. Hein.